Bien. Alors, je vais attendre que... Bien, écoutez, mes chers collègues, bonjour à tous. Après la journée très riche qu'on a eue hier mercredi, suite à la présentation de la loi de programmation militaire mardi, journée riche hier, puisqu'on a eu l'occasion d'auditionner en début de matinée le nouveau chef d'état-major des armées allemandes, le Generalinspektor, qui venait d'ailleurs pour son premier déplacement en France, voilà. Et je pense que chacun ici a apprécié cet échange. Et merci, mon général, pour votre présence également. Une deuxième partie à 11h avec le ministre qui nous a présenté les grands aspects de la loi de programmation militaire avec une audition très riche. Et puis également une audition commune avec la commission des finances du premier président de la Cour des comptes. Mon général, donc nous continuons ce cycle d'audition. Et comme il se doit, vous êtes le premier militaire que nous auditionnons dans ce cadre de ce cycle de préparation de l'examen de la loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Cette audition inaugure un nouveau format puisqu'elle sera mixte entre une partie publique et une partie à huis clos. Donc nous commencerons par une partie publique et nous aurons une deuxième partie à huis clos. Donc en tant que député, vous pourrez poser la question aussi bien d'un côté comme de l'autre et également le général pourra aussi bien répondre de manière publique et également aura un temps complémentaire pour aborder des questions qui n'auraient potentiellement pas pu être abordées du fait du caractère public de la décision. Je rappelle également les principes, on va dire, adoptés en bureau qu'on a appliqués hier pour l'audition du ministre, avec donc des orateurs de groupe qui ont 2 minutes, avec la possibilité d'une réponse immédiate de la part de la personne auditionnée, et des orateurs qui ont 1 minute, mais la possibilité de poser une deuxième question si le temps le permet. Donc voilà, je ne serai pas plus long pour l'introduction, pour vous céder directement la parole, mon général. Bonjour. C'est déjà en fait la 4e fois que nous nous retrouvons depuis le début de cette 16e législature. Pour les 3 dernières auditions en juillet, en octobre et en janvier, où il y avait une séance spécifique sur la dissuasion, j'avais évoqué les évolutions de l'environnement stratégique et la nécessité d'anticiper pour ne pas être dépassé. Tout cela est présenté dans la revue nationale stratégique, à la fois les nouvelles menaces, mais également les nouveaux enjeux. Donc je ne reviendrai pas dans le détail sur ces éléments-là. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'avec la loi de programmation militaire, il s'agit bien évidemment de donner les moyens pour répondre à l'ambition de puissance d'équilibre dans notre pays. Sous la conduite du ministre des Armées, les armées ont mené un travail d'introspection très dense, avec volonté de nous mettre à la hauteur des transformations de notre monde. La guerre en Ukraine a bien évidemment influencé nos réflexions, dans le sens où elle a permis de valider un certain nombre de choix qui avaient d'ores et déjà été faits, des orientations, mais aussi de dévoiler des domaines où il fallait faire un effort encore plus nettement. Tout cela doit se faire, bien évidemment, en étant connecté au réel, notamment en prenant en compte les difficultés socio-économiques de notre pays et plus largement le monde. Nous subissons, vous l'avez bien compris, une transformation profonde depuis le début de la guerre en Ukraine. À ce titre, nous sommes bien conscients du niveau d'effort qui est demandé à la nation pour sa sécurité. Nous sommes engagés pour exploiter ce potentiel au maximum pour la sécurité des Français et de leurs intérêts. Avant de répondre à vos questions, je souhaiterais tout d'abord partager quelques éléments d'appréciation de situation stratégique très rapidement. Ensuite, expliquer la méthode que nous avons utilisée au sein de l'état-major des armées avec les armées pour bâtir cette LPM, ou en tout cas apporter notre contribution dans cette construction. Et enfin, aborder les grandes orientations sur la manière dont nous allons nous transformer. Alors, en ce qui concerne très rapidement la situation stratégique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les défis auxquels on est confronté, comment le monde doit être perçu après l'attaque de l'Ukraine et 6 mois après le retrait du Mali. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Ukraine, vous le constatez, aujourd'hui, on a plutôt quelque chose qui ressemble à une guerre de position, avec une volonté de part et d'autre d'épuiser l'adversaire dans des batailles d'attrition massive. C'est la mise en œuvre aussi et la mise à profit des profondeurs stratégiques, avec des caractéristiques assez différentes de la part des 2 belligérants. La Russie, bien évidemment, joue sa stratégie de long terme et encaisse les coups en renouvelant son potentiel. La profondeur stratégique est probablement la caractéristique et l'atout majeur de la Russie depuis déjà longtemps. En ce qui concerne l'Ukraine, elle a bien évidemment une profondeur stratégique qui est moindre et qui est plus soumise au coup de son adversaire. Bien évidemment, elle est aidée par un certain nombre de pays. Néanmoins, elle
n'a pas la main aussi totale sur sa profondeur stratégique. Et bien évidemment, il y a pour l'Ukraine probablement la volonté d'essayer de jouer plus rapidement et d'éviter de finalement subir sur le long terme la profondeur stratégique russe. Les armées françaises sont en appui, conformément à ce qu'a résumé le président de la République. L'Ukraine ne peut pas perdre, ne doit pas perdre. Il y a deux axes sur lesquels l'armée française appuie la France, l'action de la France en Ukraine. C'est tout d'abord par des cessions, avec un effort qui est fait pour céder des matériels, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cessions complètes, c'est-à-dire sur lesquels on a formé des soldats ukrainiens et qui soient immédiatement employables, c'est-à-dire avec des armes et des munitions permettant de s'engager immédiatement. Le ministre l'a dit hier, se prépare la cession d'un système solaire moyenne portée qui va être quelque chose qui produira des effets avec des capacités importantes. Ceci se fera dans les semaines qui viennent. En termes de formation aussi, sur l'actualité, cette semaine a débuté en Pologne la formation de l'équivalent d'un bataillon ukrainien, c'est-à-dire environ 600 militaires formés sur du matériel français. Donc ça, c'est dans le cadre de la mission européenne UMAM, qui permettra là aussi de délivrer à la fois un bataillon complet équipé de matériel français avec des gens directement formés dessus. En ce qui concerne la situation en Afrique, vous constatez comme moi une menace terroriste qui est en expansion, en particulier en direction du golfe de Guinée, mais également la volonté pour la France de changer la forme de sa présence avec la construction de partenariats qui soient plus associatifs, plus d'égal à égal avec les pays africains. C'est bien évidemment l'appui à la montée en puissance de ces armées africaines, si nécessaire jusqu'à l'accompagnement, c'est ce que nous faisons actuellement au Niger, mais c'est également le deuxième volet, l'adaptation de nos dispositifs pour répondre du mieux possible aux besoins de formation et de la manière la plus adaptée aux besoins de formation de ces pays-là, avec par exemple de nouvelles capacités qui n'étaient pas jusqu'alors négligées, mais où le besoin était moins exprimé, par exemple dans le domaine de la troisième dimension, c'est-à-dire en fait finalement de faire en sorte que ces pays disposent de véritables moyens aériens adaptés à leurs besoins, adaptés à la manière dont ils vont les employer, mais des moyens troisième dimension. Et ensuite, il y a un effort de lutte dans le champ informationnel pour réussir à casser la guerre informationnelle que nous livrent un certain nombre de compétiteurs et réussir à donner une image plus vraie de la présence de la France et de ses intérêts. Ça nécessite néanmoins un effort collectif. Les armées ne sont pas le seul responsable de l'image qui est donnée par la France en Afrique. Dernier point, sur la zone Indo-Pacifique, qui bien évidemment, la zone Asie-Pacifique est clairement en train de devenir, ou est déjà devenu le centre de gravité du monde. Mais néanmoins, il y a bien évidemment une approche française qui doit tenir compte de la tyrannie des distances. En fait, c'est quand même pas globalement notre environnement proche. Ça veut dire qu'il faut être capable de conduire des manœuvres de signalement stratégique pour assumer la compétition dans la zone Pacifique. Ceci grâce à la complémentarité des moyens. Il y a bien évidemment, on est un pays de la zone Indo-Pacifique, donc on a des moyens, des forces qui sont prépositionnées. C'est par exemple l'exercice Croix du Sud qui est organisé actuellement, mais on y adjoint des moyens supplémentaires et c'est la mission Jeanne d'Arc qui est en transit dans cette zone-là, qui a contribué, qui a apporté sa capacité à l'exercice. Donc c'est la complémentarité des moyens entre ce qui est déjà prépositionné sur zone et les renforcements qu'on peut envoyer. Croix du Sud étant un exercice conjoint, c'est-à-dire interallié avec un grand nombre de pays participants de la zone. Mais c'est également en maintenant ou en développant le lien avec nos différents partenaires dans cette zone-là. L'effort se produit en fait plutôt dans l'océan Indien, et ça c'est quelque chose qui est lié à la distance, car les menaces sont probablement plus prégnantes, avec pour objectif la protection de nos ressources en termes de ZEE, mais également la défense de nos approches et la préservation de la liberté de circulation en termes de flux d'approvisionnement, d'où des partenariats qui sont développés, j'y reviendrai, par exemple avec les EAU ou avec l'Inde. Sur la zone Pacifique, il s'agit bien évidemment d'être présent, mais c'est une présence qui est aujourd'hui vraiment ce qui se situe dans le type de compétition. Alors maintenant, j'aborde un point rapide sur la méthode de construction de la LPM, c'est-à-dire comment les armées sont organisées et quels sont les principes, les lignes directrices qui avaient été fixées pour apporter notre contribution. C'est important, à mon avis, parce qu'elle a conduit à une partie des propositions de la LPM telles qu'elles sont aujourd'hui. La première chose a été de bien identifier, en tout cas on a parfaitement identifié la nécessité de doter les fondamentaux de la défense française. C'est bien évidemment un socle qui est lié à la singularité de notre pays et à son positionnement stratégique, j'aurais tendance à dire également géographique, mais ça c'est la singularité de notre pays,
avec en particulier une vraie volonté, une vraie priorité donnée à l'autonomie, de non-alignement, mais d'alliés otaniens et partenaires fiables stratégiques, avec des accords de défense qu'il s'agit d'être capable de tenir. C'est également la bonne prise en compte de l'outre-mer, comme je viens de vous l'expliquer, à partir de la zone Indo-Pacifique. C'est aussi la singularité de la nature de nos armées, avec la capacité de fournir à nos décideurs politiques une autonomie de compréhension et d'appréciation, en particulier dans le domaine du renseignement, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire le recueil du renseignement, mais également l'exploitation du renseignement. C'est la mise en œuvre de la dissuasion avec des forces nucléaires qui soient adaptées aux évolutions de la menace, et c'est ensuite des forces conventionnelles qui soient crédibles, à la fois pour l'épaulement avec la dissuasion nucléaire, mais également en termes de réassurance au profit de nos alliés. Alors, pourquoi faire ? Le but est bien évidemment d'assurer une protection de tous les Français, aussi bien en métropole qu'outre-mer. Ceci face, sur les deux volets de la mission des armées, la dangerosité du monde, mais également la dangerosité du quotidien au profit des hommes et au profit des Français. Ce qui ne change pas, c'est que tout tient sur les hommes et les femmes qui constituent les armées, qui est la partie la plus importante, qui sont engagés au service de la France, qui n'ont pas choisi la voie de la facilité, mais qui le font avec détermination. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de maintenir le niveau de leur force morale ainsi que leurs compétences. Et cette communauté humaine, aujourd'hui, doit être élargie aux familles et doit pouvoir pleinement assumer les exigences de la militarité. Il y a également, dans ce domaine-là, un vrai sujet de fonctionnement courant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement voir nos militaires comme des gens qui sont engagés en opération. Oui, bien évidemment, c'est ça et c'est la finalité. Néanmoins, pour envoyer un militaire en opération et qu'il soit capable de remplir sa mission, ça veut dire qu'il a d'abord vécu ici en métropole, où il s'est entraîné, il a vécu au quotidien. Et ce fonctionnement courant, cette capacité à vivre correctement et avec les moyens suffisants pour le faire, est quelque chose qui est essentiel. Pour moi, ça veut dire qu'il y avait deux points de vigilance dans ce domaine-là. C'est tout d'abord quelque chose qui concerne le soutien. Le soutien n'est pas quelque chose d'annexe qui vient à terre, c'est vraiment à part, c'est vraiment ou après, c'est une mission à part entière. Et qu'on avait probablement, par effet historique, ou en tout cas dans les transformations qui avaient eu lieu, un soutien qui me semble actuellement, non pas dégradé, mais en tout cas pas toujours à la hauteur, et probablement qui avait un peu subi, par un effet de balancier, une optimisation à outrance et des flux tendus. C'est quelque chose qui n'est pas compatible pour moi avec les exigences de la haute intensité, la fidélisation, mais également la singularité militaire. Donc le but est bien de changer de logique, de dimensionner des moyens pour que les soutiens puissent remplir une mission et non pas des contrats de service. Et c'est quelque chose qui, intellectuellement, est complètement différent. J'ai bien évidemment aussi mis en garde les soutiens où il y aura une vraie exigence dans les effets à obtenir une fois que les moyens qui leur seront alloués, j'estime, seront revenus à un meilleur niveau. Ensuite, il y a un deuxième point de vigilance, c'est un sujet de cohérence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et j'estime qu'il faut privilégier la cohérence dans les actions du renouvellement capacitaire, ce qui est un peu différent d'une logique de parc. C'est-à-dire, probablement, le plus important n'est pas de voir ce que l'on possède et ce qu'on a aligné sur la table, mais voir ce qu'on est capable de faire fonctionner et qu'on doit être capable de disposer non seulement des matériels, mais également des potentiels d'utilisation, des munitions pour la préparation opérationnelle et pour l'engagement. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça veut bien dire que l'autonomie logistique est quelque chose qui est essentiel. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est annexe du matériel si on n'a pas la capacité à le déployer, si on a des personnels qui ne sont pas entraînés, si on n'a pas les munitions pour l'utiliser. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est satisfaisant, mais qui ne nous permet pas de remplir notre mission. Donc, ça doit permettre d'ajuster l'ambition aux réalités sans la dénaturer, mais également sincériser nos capacités opérationnelles. J'avais défini 3 axes d'effort pour être à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, c'est-à-dire les points sur lesquels les armées devaient être capables de peser. Tout d'abord, il y a le sujet de la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est le fondement de la résilience et le centre de gravité de notre pays. Et on voit bien que c'est quelque chose que nos adversaires, ou sur différents tas d'opérations, c'est quelque chose qui est tout de suite testé entre les différents belligérants. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir renforcé, avoir prévu. Et c'est bien évidemment quelque chose qui m'intéresse en premier lieu, qui agit directement sur les forces morales des armées. Nous ne sommes pas les armées seules responsables, mais on a un vrai devoir de contribution à la diffusion de l'esprit de défense qui contribue à la cohésion nationale. Notre action prioritaire, elle se situe sur la jeunesse, car bien évidemment, ça représente non seulement l'avenir de notre pays, et il est toujours finalement peut-être plus facile d'être capable d'agir sur une classe d'âge
au départ, qui ensuite permet de continuer à structurer la cohésion nationale par la suite. Mais c'est aussi, pour les armées, de manière un peu plus intéressée, une manière de répondre aux enjeux de résilience et de masse, avec un effort sur la réserve, qui est un moyen puissant, là aussi, et assez direct de contribuer à la cohésion nationale. Le deuxième axe d'effort est constitué par la solidarité stratégique. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. En fait, dans notre monde, je pense qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui d'être efficace, performant dans la durée si on agit seul. Donc il faut être capable de rassembler et, si nécessaire, d'assumer le rôle de nation cadre dans une coalition en particulier. Ça implique de mieux assumer nos responsabilités de l'OTAN, qui est pour moi le levier principal pour œuvrer au développement et à la consolidation d'un esprit de défense européen. Il faut aussi tirer un meilleur parti de nos partenaires stratégiques. Je vois par exemple 3 opportunités. Tout d'abord, monter des opérations dans un contexte de compétition, là où les organisations internationales sont probablement aujourd'hui un peu moins efficaces. Ensuite, c'est mieux et accepter de profiter des stratégies régionales de certains de nos partenaires qui font ça très très bien, et être capable de finalement concentrer nos efforts plutôt sur une stratégie un peu plus globale. Mais je pense qu'il est illusoire de vouloir faire tout seul partout. Ensuite, c'est quelque chose qui est également important sur le levier de la préparation opérationnelle. Les exercices en multinational, c'est des exercices qui sont plus exigeants. Alors bien évidemment, c'est aussi des exercices qui sont plus exigeants dans les deux sens, c'est-à-dire sur le niveau d'entraînement auquel on va être confronté, l'intérêt de l'exercice, mais c'est aussi plus exigeant parce que si on n'est pas tout seul, il faut un peu se coordonner avec les autres. Donc on va peut-être là aussi pas faire l'exercice au moment où on le voulait, mais au moment où l'exercice a lieu. Je pense que c'est néanmoins quelque chose sur lequel il faut être capable de s'astreindre et que c'est un vrai levier de préparation opérationnelle. Et vous le savez, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, très, très important. Ensuite, en termes de troisième axe d'effort, c'est bien évidemment la puissance et l'efficacité de notre système de combat. La finalité, avec 3 adaptations pour que notre système soit performant en multimilieu, multichamp. Vous avez déjà entendu cette expression qu'on résume sur l'acronyme M2MC. Ça veut dire qu'il y a bien évidemment les 3 milieux terre-air-mer, mais aussi on a l'espace, on a le cyber, on a la guerre informationnelle, on a les grands fonds marins. Et en fait, tous ces nouveaux champs, ces nouveaux milieux sont aujourd'hui touchés ou susceptibles d'être touchés par la conflictualité. Ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre manière notre organisation du commandement avec un système de commandement qui soit beaucoup plus plastique, beaucoup plus capable de s'adapter à la diversité des opérations dans lesquelles on est engagé, depuis des situations dites de gestion de crise ou des guerres contre le terrorisme militarisé, mais aussi des opérations de haute intensité. Donc ça, c'est un peu le champ global. Mais au cœur même d'une opération, on doit avoir un système de commandement qui est beaucoup plus capable finalement de fixer, de donner le bon niveau de subsidiarité en fonction des différentes phases de l'opération, en fonction des différents secteurs de l'opération. Donc ça, c'est un vrai défi, et je pense que c'est vraiment la clé de notre efficacité opérationnelle et sur quoi on doit concentrer une bonne partie de nos efforts. De manière générale, l'organisation du commandement est quelque chose qui est essentiel. Ensuite, il faut qu'on adapte et qu'on développe l'organisation de nos capacités, c'est-à-dire la manière dont on doit être capable de conduire les opérations de manière la plus efficace possible, c'est-à-dire à la fois produire des effets importants sur nos adversaires, mais également avoir cette doctrine devant nous permettre également de nous protéger contre nos adversaires. On le voit bien, en fait, aujourd'hui, il y a une dissémination assez large et que la supériorité technologique n'est plus quelque chose qui est garanti. Donc ça veut dire être capable de mettre en réseau tous nos senseurs et tous nos effecteurs, qu'ils soient cinétiques ou dans les champs immatériels, qui est sous l'acronyme RM2SE, c'est-à-dire réseau multisenseur, multi-effecteur. Alors on aime bien les acronymes, mais je pense que c'est quelque chose qui structure la pensée et qui doit aider à la fois la manière dont on doit conduire nos opérations, influer sur le développement capacitaire et, in fine, influencer sur notre entraînement. Ensuite, il faut qu'on adapte notre style de l'action. Là aussi, c'est les adversaires et finalement les capacités détenues par nos adversaires qui doivent nous guider dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je pense que autant on peut avoir conduit sur ces 20 dernières années où l'objectif était finalement, avec une finalité et la capacité de le faire, de conquérir une supériorité aérienne, par exemple dans le domaine aérien, par exemple dans le domaine maritime, plus difficilement dans le domaine terrestre, et finalement d'agir à partir de là. Je pense que face aux adversaires auxquels on peut être confronté aujourd'hui, il me semble illusoire de vouloir
tenir cette affaire-là et même de vouloir finalement développer une stratégie pour le faire. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus conforme au principe de la guerre de Foch, un des 3 principes étant l'économie des forces, l'économie des moyens, et qu'on doit plutôt être capable de conduire une manœuvre justement avec un système de commandement qui soit plus plastique et qui permette à un moment donné, dans une zone donnée, effectivement d'établir probablement une supériorité, mais une bulle d'hyper-supériorité qui permettra là, véritablement de produire des effets contre cet adversaire-là, et plutôt en temps normal de bénéficier d'un espèce de socle de résilience qui nous permette de contrer l'adversaire en vue de reprendre l'initiative à un moment donné. Donc c'est quelque chose qui peut paraître moins ambitieux, mais à mon avis probablement plus réaliste, et qui évite de développer des moyens où on pense vouloir détenir un système qui nous permettra de conquérir la supériorité, qui à mon avis est quelque chose qui sera très très difficile dans les années qui viennent. Pour la mise en œuvre de cette loi de programmation militaire, si elle était adoptée, j'ai fixé 4 impératifs aux armées, qui est bien évidemment lié au travail de cohérence qui a été fait. Le premier impératif auquel on doit aboutir dans tout ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va développer au fur et à mesure des années, c'est tout d'abord un impératif de sécurité, une sécurité à 360 degrés. C'est la défense du cœur de souveraineté et de l'indépendance de la France à 360 degrés. Ça veut dire, bien évidemment, sur le territoire métropolitain, mais également en outre-mer, mais également dans tous les milieux et dans tous les champs. Il n'y a pas seulement la défense physique, mais c'est aussi la défense dans l'espace cyber ou la défense dans le monde de l'influence et de la guerre informationnelle. Pour cela, il faut qu'on continue de disposer d'une dissuasion qui soit crédible, strictement suffisante, et en modernisant nos moyens. C'est bien évidemment quelque chose qui se fait en coordination étroite avec la DGA. Ensuite, il faut qu'on consolide notre autonomie stratégique dans la fonction renseignement. C'est aussi quelque chose qui est essentiel. Et enfin, il faut contribuer activement à la résilience de la nation par l'affermissement de nos postures de protection, en particulier dans les nouveaux domaines cyber et espace. Ensuite, une réactivité renforcée, en particulier pendant les phases de contestation. Il faut être capable de réagir extrêmement vite. Et ça se traduit par un renforcement de ce qu'on appelle l'ENU, l'échelon national d'urgence. Enfin, une consolidation de nos capacités outre-mer, car la tyrannie de la distance ne doit pas être seulement un mot, mais bien comprendre que finalement, renforcer nos moyens outre-mer est quelque chose qui nous prendra du temps. Donc il y a des choses qu'on doit être capable de faire tout de suite, plus vite. Pas croire qu'on fera tout sans renforcement, mais en tout cas une petite couche plus dure au début. Le deuxième impératif, c'est un impératif de crédibilité. Il s'agit de conforter notre crédibilité, de nous adapter aux évolutions de la conflictualité avec l'extension des domaines, multimilieux, multichamps, et une augmentation de l'intensité. Au niveau opératif, ça veut dire qu'il faut qu'on dispose d'un vaste panel de moyens, avec en particulier être capable d'agir sur les perceptions, combinés à des effets cinétiques destructeurs de nouvelles munitions plus précises, en incluant pleinement toute la nouvelle technologie, en particulier drones. Au niveau stratégique, il est indispensable de pouvoir assurer un meilleur entraînement pour notre capacité à commander une coalition en étant nation cadre. Ça, c'est un vrai sujet de crédibilité et d'entraînement pour notre pays, et donc de disposer au sein des 3 armées d'éléments qui soient structurants et qui permettent d'entraîner d'autres pays, en particulier en Europe, mais c'est vrai également en Afrique. Et il faut être capable de concevoir et de conduire des opérations en intégrant les effets multimilieux, multichamps, c'est M2MC et RM2SE. Le troisième impératif, c'est bien comprendre que l'adaptation permanente, en fait, aujourd'hui, est le mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu déstabilisant à tous les niveaux. Mais finalement, je m'aperçois avec un peu de recul qu'il y a rarement une adaptation qui se finalise et qui permet de se stabiliser et d'avoir atteint un espèce de plateau. En fait, l'évolution de la conflictualité, mais également la complexité du monde aujourd'hui et l'évolution technologique fait que l'adaptation est quelque chose qui doit être pris comme un mode de fonctionnement permanent, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de défis en termes de justement développement capacitaire, c'est-à-dire finalement quels moyens pour quelle durée pour faire quoi. Je pense que ça c'est sur des petits matériels c'est quelque chose qui s'adapte assez bien. Sur d'autres plus gros matériels c'est un vrai défi. On doit avoir une vraie réflexion dans ce domaine-là. Donc il y a un certain nombre de chantiers d'adaptation qui ont été lancés. Il y a néanmoins, on peut regrouper en 2 grands volets. Poursuivre l'appropriation des nouvelles technologies, c'est l'intelligence artificielle, c'est le cloud, c'est les drones, c'est le cyber, c'est les munitions téléopérées. Là aussi, en imbrication étroite avec la DGA, sur lequel je pense la manière dont a été conduite la préparation de la LPM a permis de mieux raccorder un certain nombre de tuyaux pour être plus efficace dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'il faut être capable de les intégrer dans les modes d'action qu'on a prévus pour prendre les espaces communs en compte, mais également développer de nouvelles capacités en tirant profit
pleinement de ces nouvelles opportunités. Ensuite, il faut investir le champ de l'influence et la lutte informationnelle. C'est probablement le domaine dans lequel on a commencé avec un peu de retard, sur lequel on a déjà pris un certain nombre de décisions et de mesures, même en avance de phase par rapport à la LPM. C'est probablement d'une certaine manière un peu plus facile, parce que dans les champs immatériels, ça se concrétise d'abord par l'organisation et des processus, mais néanmoins, il y a un certain nombre de moyens qu'il faut être capable de mettre derrière pour poursuivre. Or, j'estime que c'est essentiel. Les manœuvres hybrides ont toujours fait partie, mais aujourd'hui bénéficient d'un terrain extrêmement favorable du fait de l'organisation de nos sociétés, des réseaux sociaux, des technologies de communication. Et c'est quelque chose sur lequel on doit impérativement être capable de se protéger, mais également d'agir. On ne peut pas abandonner ce champ de bataille. C'est un champ de bataille. Ensuite, l'ensemble de cette dynamique doit intégrer la question du changement climatique, bien évidemment, en tant que tel, mais également parce que porteur de crise dans de nombreuses régions du monde, y compris de manière très très proche pour nous, et plus largement des tensions énergétiques et environnementales, ceci très en amont. Enfin, l'adaptation aussi dans nos modes de gestion RH. Il faut être capable de se donner les moyens d'assumer et de prendre en compte un décalage que j'estime croissant entre les suggestions de l'État militaire, qui ne changeront pas, sous peine de ne plus avoir demain une armée qui soit capable de remplir les missions qu'on lui fixera, dans les conditions qui seront celles d'un engagement de haute intensité, mais également de gestion de crise. Décalage entre donc, les suggestions de l'État militaire et les modes de vie de la société civile, d'où un plan famille 3, un plan famille 2, qui doit être capable de mieux prendre ça en compte. Le dernier impératif, il s'agit d'être exigeant pour nous-mêmes vis-à-vis de la nation. Bien évidemment, on est pleinement conscient des forces contraintes économiques qui pèsent dans le monde aujourd'hui en France, et donc on a une véritable ou une pression encore plus forte pour que l'argent public qui nous est donné soit utilisé de manière la plus facile, même si je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de défis qui sont face à nous un peu mécaniquement pour être le plus performant possible. Ça veut dire une recherche de l'efficience qui passe par des mesures de simplification, c'est essentiel, ajuster le normatif au caractère exceptionnel de la mission. Sur le plan capacitaire, avec la DGA, il faut réinterroger la soutenabilité dans la durée de nos programmes d'armement, au vu de l'évolution très rapide, mais également des besoins, enfin des effets à produire, et intégrer la juste proportion du haut niveau technologique avec une meilleure identification des chaînes de valeur. C'est quelque chose qui tient à cœur au DGA, et ensemble, on est parfaitement en phase dans ce domaine-là. Pour conclure, la LPM n'est bien évidemment, le projet de LPM en lui-même n'est pas un aboutissement, mais seulement un point de départ. Et pour les armées, le défi sera extrêmement important de mettre en œuvre cette LPM-là. Nous avons engagé déjà un certain nombre de transformations profondes dans les armées pour répondre aux nouveaux enjeux de la conflictualité et à l'accélération des évolutions de notre monde. Il faut poursuivre cela. Je suis bien conscient que la LPM est un acte de portée majeure. En fait, soyons bien conscients que les Français nous regardent. Je pense que les Européens nous regardent aussi et que nos compétiteurs, évidemment, sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait. Voilà, donc je vous redis que vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur les armées pour tout faire pour être à la hauteur de ces défis. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, mon général, pour cette intervention très complète et très éclairante, y compris pour ceux qui ne sont pas membres de cette commission. Nous allons maintenant prendre l'intervention de notre rapporteur. La parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Mon général, en votre qualité de chef d'état-major des armées, vous êtes responsable de l'emploi opérationnel des forces. Le rapport annexé du projet de loi de programmation militaire définit les contrats opérationnels pour les armées dans les 6 fonctions stratégiques. La connaissance, compréhension, anticipation, la dissuasion, la protection, résilience, la prévention, l'intervention et désormais l'influence. Ces contrats s'articulent autour d'une posture de réactivité et autour d'un complément de force mobilisable en cas d'engagement dans une crise majeure. Dans un contexte de multiples menaces, y compris hybrides, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nul n'est à l'abri d'une crise. Cela oblige donc nos forces à agir avec réactivité et efficacité. Cette réactivité est un gage de crédibilité de nos forces armées, mais également une condition pour être en mesure de jouer un rôle de nation cadre au sein d'une coalition, et vous nous l'avez rappelé aussi tout à l'heure. J'en viens à ma question. Concernant les contrats opérationnels, pourriez-vous, mon général, nous donner de plus amples précisions sur ce que prévoit le projet de la loi de programmation militaire ? Je vous remercie.
Pour le groupe Renaissance, la parole est à Lionel Royer-Perrault. Merci, Monsieur le Président. Mon général, le groupe Renaissance considère que la LPM, la loi de programmation militaire, s'inscrit avant toute chose dans un contexte d'effort de défense continu. Je pense qu'il faut, par le principe, poser le fait que cette loi de programmation militaire intervient après une loi de programmation militaire de réparation qui a été intégralement respectée. Vous l'avez dit aussi, cette LPM n'est peut-être pas, et je crois que c'est important de le rappeler, n'est pas uniquement un objet financier. Cette LPM s'inscrit avant toute chose dans l'analyse d'un contexte géostratégique et des menaces évolutives telles que vous avez pu les préciser, que ce soit dans le contexte ukrainien que nous connaissons maintenant tous bien, dans le contexte africain également, et dans la zone Indo-Pacifique, et vous l'avez notamment rappelé. Et donc, nous considérons au sein du groupe Renaissance que cette LPM est un outil majeur, bien évidemment, d'évolution de nos armées, d'adaptation de nos armées. C'est un outil en même temps de message diplomatique, et vous l'avez dit également à cet instant. Et nous considérons aussi que c'est un outil de message politique, et nous n'imaginons pas un seul instant que cette LPM, ce débat qui fait quelque part un lien entre la nation et ses armées, soit l'objet de postures politiciennes. Ceci étant, cette LPM aussi suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'interrogations. Le ministre hier s'est exprimé et a notamment évoqué ses ambitions sur la partie de modèle d'emploi de nos armées, sur la nécessité de fidéliser mieux encore les nouvelles générations qui font la démarche de s'intégrer professionnellement dans les armées. Et donc, est-ce que vous pourriez, à cet égard, nous faire un certain nombre de déclarations sur ces objectifs? Deuxième chose, vous nous avez, cette LPM, et le ministre hier l'a indiqué, sur la partie des drones, et donc avec un effort considérable de 100% sur le budget consacré aux drones. Et est-ce que vous pourriez nous donner là aussi quelques précisions complémentaires à cet égard? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Mon général, comme celle du ministre des Armées hier matin, votre audition, vous vous en doutez, était très attendue. Nous avions tous, je crois, l'espoir que la cadence budgétaire de cette nouvelle loi de programmation militaire soit à la hauteur des ambitions de nos armées, dès la première marche en 2024. Force est de constater que celle-ci se voit à nouveau insatisfaite. Mon général, vous êtes légionnaire. Aussi, à l'image de ce corps d'armée de terre, de l'armée de terre, corps d'excellence, j'irai droit au but. Notre modèle d'armée était centré sur les OPEX. Vous avez été un des initiateurs du tournant vers la haute intensité. La LPM dont nous discutons devait nous préparer à cet enjeu de la haute intensité. Pourtant, tous les programmes auront du retard, y compris ceux de l'armée de terre qui voient le programme Scorpion étalé dans le temps. De multiples compagnies de combat vont être supprimées. Le budget de cette LPM est très en deçà de ce qui est nécessaire pour se préparer à des conflits non plus asymétriques, mais d'État à État. Je suis bien conscient, mon général, que nos armées ne sont pas responsables de cette LPM au rabais, et c'est aux politiques de s'en expliquer. À l'instar des députés de mon groupe, je tiens d'ailleurs à témoigner de ma reconnaissance pour nos militaires qui se dévouent à leur pays et qui subissent depuis longtemps, trop longtemps, des décisions politiques hors sol. Néanmoins, dans le cadre de cette audition, pouvez-vous nous dire en quoi cette LPM permet selon vous de préparer la haute intensité? Pouvons-nous avoir l'assurance qu'avec cette LPM, nous serons prêts alors que les moyens basiques, essence, équipements manquent cruellement? Aurons-nous la masse critique pour affronter des armées nombreuses et bien préparées? Je rappelle que même le SNU sort du champ de cette LPM, alors que ça peut être aussi un outil pour attirer les jeunes et susciter des vocations. Enfin, que pouvons-nous dire sur la formation des élèves officiers et sous-officiers pour les préparer à ces conflits durs? Merci. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, pour vos propos liminaires et votre présence devant notre commission. Les quelques pages du rapport annexé au projet de LPM questionnent à plusieurs égards.
En premier lieu, je constate les multiples renoncements ou réductions de cibles. En tout cas, en 2018, le MINARM prévoyait 169 HIL en 2030 et à présent seulement 20. Dans la LPM 2019, la cible était de 185 Rafale R, à présent 137. La Marine, 5 FDI, 3 en 2030. L'Armée de terre, 200 Charles Leclerc rénovés, finalement 160. Et pour la défense sol-air, la cible reste la même, 8 systèmes en 2030, alors que le rétex ukrainien signale que l'enjeu est d'importance. Ces renoncements s'expliquent-ils par une forme de défaillance ou d'incapacité de notre BITD ou par un choix différent, la conception d'un autre format pour nos armées? Si je partage globalement le constat sur le fait de se préparer à un engagement majeur, est-ce que ces renoncements nous permettent réellement d'être crédibles? Vous le savez, j'ai été rapporteur d'une mission consacrée au fonds marin. Vous avez parlé de l'enjeu du multimilieu. Le rapport évoque une capacité moyen et grand fond, drones et robots, et que jusqu'à horizon 2035, nous aurons une poursuite des incréments. J'aimerais que vous précisiez exactement le sens, même si je crois savoir qu'en réalité, ça ne signifie pas une hausse des capacités, et je crois que ça n'est pas à la hauteur du besoin. Je souhaiterais également vous interroger sur la participation des armées à la sécurisation des JO. La légère augmentation de la provision de 800 millions pour les OPEX et les MICINT laisse penser que le financement pourrait s'élever qu'à 50 millions, mais j'aimerais savoir exactement en fait quelle est la quote-part que les armées vont payer pour la sécurisation des JO. Et enfin, la question du SNU. Le ministre hier a dit que, in fine, la contribution des armées devait être marginale. Est-ce que vous avez des précisions sur le volume attendu et sur la nature de la contribution des armées à ce projet de SNU? Merci. Merci. Mon général, après ces 4 premières interventions, je vous propose de faire une première série de réponses, si ça vous convient. Alors, je vais essayer de globaliser un peu les réponses, parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont... Comment ? Tout d'abord, en ce qui concerne... je pense qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai essayé d'insister manifestement insuffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette LPM2, qui vient derrière une LPM1, qui était une LPM de réparation, qui a déjà remis un certain nombre de choses, et qui nous amenait vers une ambition opérationnelle qui avait été fixée, ambition opérationnelle 2030, qui était en fait la date sur laquelle on estimait qu'il fallait être prêt pour être au meilleur niveau possible pour s'engager en haute intensité. En fait, on a été probablement un peu rattrapé par les événements, mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on voulait aller lentement qu'on estimait qu'il fallait être prêt en 2030. Quelqu'un l'a dit, en fait, on est une armée, comme la plupart des armées occidentales, sinon la totalité, qui, en fait, durant ces 20 dernières années, s'est engagée face aux terroristes militarisés sur des opérations qui étaient dures. Je ne ferai pas injure à nos soldats en disant qu'on a conduit des guerres faciles, que ce soit en Afghanistan ou au Mali. C'était des guerres qui étaient très, très dures. Mais néanmoins, on est tous conscients qu'en fait, on agissait dans un relatif confort opérationnel. Parce que la troisième dimension était maîtrisée par nous, parce qu'on ne s'est jamais posé la question sur la sécurité de nos voies d'approvisionnement, qu'elles soient aériennes, maritimes et voire terrestres pour la plupart. Bien évidemment, il y avait un ennemi qui était compliqué, dur, et à qui on faisait la guerre. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un vrai changement d'échelle pour être prêt à faire un conflit de haute intensité. Et donc, ce changement d'échelle, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Déjà parce que, et je vais y revenir, il y a un sujet de cohérence dans le développement pour être prêt à faire la haute intensité, et que cette cohérence avait été un peu mise à mal parce qu'on s'était focalisé sur un autre type d'engagement. Mais c'est aussi un sujet de formation et d'entraînement, et que pour être prêt à faire la haute intensité, ce n'est pas la juxtaposition des soldats qui s'engageaient dans un conflit contre des groupes terroristes militarisés. Et les images en Ukraine sont à ce titre-là assez, en tout cas pour les yeux des militaires, assez éclairantes, où manifestement l'armée russe est une armée qui n'a pas su s'entraîner et se préparer à la guerre de haute intensité, à la fois dans son organisation du commandement, à la fois dans le développement de son système logistique et à la fois dans son système de manœuvre, de combat, interarmes et interarmées. Donc, allez vite. De toute façon, si on doit s'engager pour les armées, si on doit s'engager cette nuit, on s'engagera cette nuit avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas une question est-ce qu'on arrivera à faire ou on n'arrivera pas à faire. Oui, mais on a prévu quelque chose. Et cette LPM vise à développer ces capacités qui sont bien évidemment supérieures à la fin de la LPM quand on a commencé, heureusement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, pour moi, le point clé est vraiment un sujet de cohérence.
Et ça doit répondre. Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut qu'on aille au-delà de la possession d'un parc. Si on n'a pas l'autonomie logistique pour déployer les moyens qu'on a achetés, en fait, on n'a pas répondu au problème. Donc c'est quelque chose qui ne posait pas de problème tant qu'on s'est engagé à hauteur de 5000 hommes en Afghanistan ou au Mali, puisqu'en fait on ne déployait pas la totalité des moyens. Donc on pouvait finalement avoir une autonomie logistique et des munitions pour seulement une partie des moyens qu'on avait désengagés. Tout le monde a bien compris qu'en termes de menaces de haute intensité, c'est évidemment un volume de force qui serait bien supérieur à celui-là qui devrait être déployé. Et donc, on ne peut pas seulement courir à la cible capacitaire stricto sensu détenue dans nos hangars, qu'ils soient avions, bateaux ou véhicules blindés. Mais c'est bien quelque chose qui doit se construire aussi avec un rattrapage sur nos stocks de munitions, une capacité en MCO pour conduire l'activité et des moyens d'entraînement et des moyens logistiques. Et donc, en fait, c'est ceci qui explique aussi la manière dont on procède. Et qu'il y a véritablement un rattrapage pour se mettre en termes de cohérence au niveau des défis auxquels on pourrait être confronté. La deuxième chose, c'est que quand on parle de conflits de haute intensité, encore plus que d'engagement contre le terrorisme militarisé, c'est bien évidemment, là aussi, je l'ai dit, un sujet de collectif et d'engagement en multinational. Alors la France veut conserver des moyens pour être capable d'agir seule. Je pense qu'ici, tout le monde en est bien conscient de l'importance de ça. Donc, ce qui a aussi induit un certain nombre de choses dans les moyens qu'on doit continuer à détenir. Pour un certain nombre de pays, cette question-là se pose beaucoup moins. En fait, eux ne considèrent qu'ils ne peuvent s'engager qu'au sein d'une alliance ou qu'avec un allié majeur. Et que si cette alliance ne le fait pas et si cet allié majeur ne le fait pas, en fait, ils ne le feront pas. Ce n'est pas la position française. Donc, ça nécessite aussi de conserver un certain nombre de moyens que vous appelez quelquefois un peu échantillonnaires. Mais ça, je pense que c'est véritablement, en fait, la caractéristique de la France. Et ces caractéristiques-là, c'est le fait qu'on ait des possessions outre-mer et qu'on doit être capable de répondre à la tyrannie des distances. C'est qu'on a comme credo de dire on doit être capable d'agir en autonome et pas adossé à un allié plus puissant, mais que si celui-ci ne le fait pas, on ne pourra pas le faire. Et c'est qu'on croit aussi au pilier européen de la défense. Et tout ceci est extrêmement structurant et explique la manière dont on est organisé et explique la manière dont les contrats opérationnels sont construits. Et qu'on a pour ceci une dissuasion nucléaire qui est le socle de notre défense et que les autres fonctions ou les autres besoins, les autres capacités s'articulent autour de ça. Donc je pense que ça explique assez bien pourquoi cette loi de programmation militaire, elle est construite de cette manière-là, en respectant la cohérence et en respectant les volontés d'autonomie et d'indépendance de la France. Voilà, maintenant, il y avait quelques questions qui étaient un tout petit peu plus... donc, je ne parlerai pas de LPM au rabais. Objectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. Je veux dire, l'effort de la nation qui est fait est extrêmement important. Et que cet effort-là, il est effectivement employé et distribué pour permettre d'exercer un modèle, finalement, de défense français qui est quelque chose sur lequel, finalement, tout le monde comprend bien sur quoi il est construit. Sur le sujet préparation, sur le sujet formation, c'est, comme je vous l'ai dit, si les hommes et les femmes sont l'élément essentiel de la défense d'un pays, ça veut dire que la manière dont on adapte les armées, c'est quelque chose sur lequel la formation est toujours le premier élément sur lequel on peut jouer, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc la haute intensité, effectivement, un renforcement des forces morales, mais aussi probablement une subsidiarité encore plus grande, la capacité pour nos soldats, et donc à commencer par leur chef à tous les niveaux, d'utiliser la technologie, et pleinement, je pense qu'il y a un vrai sujet de subsidiarité. Dans un combat de haute intensité, en fait, on aura des gens qui finalement seront beaucoup plus coupés de leur chef qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui dans les opérations qu'on conduit, ce qui, je le répète, sont déjà des occasions dures et qui nécessiteraient une vraie autonomie de décision et de capacité à comprendre tout ça. Sur les contrats opérationnels, ce que je voulais juste dire, cohérence avant la masse, mais ça, je l'ai bien expliqué, pourquoi la cohérence, à mon avis, était quelque chose qui était indispensable. Ensuite, probablement un sujet de réactivité avant l'endurance, à comprendre comme dans notre progression vers être prêt à la haute intensité, il faut mettre aujourd'hui l'effort sur la réactivité, être capable de réagir vite au fur et à mesure de la LPM. Finalement, l'endurance
viendra compléter la réactivité. Mais aujourd'hui, il faut commencer par là. Et ensuite, je pense que c'est très important le rôle de nation cadre dans les contrats opérationnels, et c'est vrai dans le domaine maritime, avec un groupe aéronaval qui est forcément un agrégateur de pays. Quand le groupe aéronaval se déploie, en fait, très facilement, vous avez un certain nombre de pays qui contribuent avec des frégates, avec des moyens, des avions de patrouille maritime qui viennent s'agréger à ça, parce que c'est quelque chose qui structure. C'est vrai dans le domaine terrestre, aussi avec la capacité à conduire des nations cadres au niveau division, au niveau Warfighting Corps, c'est-à-dire le niveau le niveau auquel la bataille se conduit aujourd'hui, c'est-à-dire façonne l'adversaire dans la profondeur, et en fait celui finalement sur lequel on a le plus en termes de décision les moyens de voir la profondeur du champ de bataille. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est important en termes d'autonomie politique. Et c'est vrai dans le domaine aérien, avec un système, un COMGIFAC, qui est capable de conduire des opérations aériennes, plusieurs centaines d'opérations aériennes par jour, avec des moyens de surveillance aérien, des moyens de ravitaillement, qui ont ça aussi, en fait, ce qu'on appelle les moyens qui rendent cohérent un engagement aérien, sans lesquels, finalement, on ne fait que des patrouilles, si on ne les a pas. Le sujet fidélisation, qui est quelque chose qui est effectivement extrêmement important. En fait, si on considère que les hommes et les femmes qui sont dans nos armées sont notre bien le plus précieux, et je l'ai dit, en fait, un décalage entre le niveau de suggestion militaire et la manière dont le monde civil vit, assez logiquement, en profitant de tel que le monde est aujourd'hui, et tant mieux. La fidélisation est quelque chose qui est extrêmement important, avec des réflexions à marché de l'emploi. On n'est pas un monde à part. On doit absolument comprendre cette mobilité-là et voir comment notre système doit rester capable de ne pas être trop décalé avec ça. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en compte, mais je rappelle la nécessité d'être extrêmement mobile, parce que le marché de l'emploi, lui, est très mobile. Donc si on fait des choses qui sont un peu trop lourdes et trop figées, finalement, même si les décisions qui sont prises, finalement, se retrouvent forcément décalées. La question sur les JO, bien évidemment, en ce qui concerne la JO, qui est un événement, non pas national, mais international, un vrai rendez-vous pour notre pays. En fait, il est tout à fait logique que les armées y contribuent, y prennent leur part. Donc, les armées sont intégrées dans la montée en puissance du dispositif. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà prévues, sur lesquelles les armées, en fait, comme je vous l'ai dit, le volet contribuer à protéger les Français contre la dangerosité du quotidien. Et en fait, un peu plus que les Français, ce sera les athlètes, les Jeux Olympiques contre la dangerosité du quotidien. Donc c'est quelque chose qui est prévu et qui s'adaptera en finale assez logiquement. Pour nous, pour moi, le défi étant de bien réussir à anticiper ces affaires-là, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui risquent d'arriver un peu au dernier moment. Mais on va se débrouiller pour ça. Voilà. Merci, mon général. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef d'état-major des armées, cher général, au nom du groupe Les Républicains, je suis ravie de pouvoir vous auditionner au sein de la Commission de la Défense dans le cadre de la LPM aujourd'hui. Nous l'avons tous vu et entendu hier encore de la bouche du ministre des Armées, la nouvelle LPM de 413 milliards d'euros va viser à consolider les fondamentaux. C'est toujours une LPM de réparation, de transformation des infrastructures militaires, une LPM visant à maintenir nos armées en conditions opérationnelles, avec des stocks de munitions relevés, un plan de recrutement ambitieux et des prévisions de rémunération à la hausse pour nos militaires. Cependant, les indicateurs conjoncturels actuels indiquent que malgré cette augmentation de budget conséquente pour la loi de programmation militaire, 30 milliards d'euros sont d'ores et déjà fléchés pour contenir l'inflation due à une conjoncture difficile dans laquelle nous nous trouvons. Pourtant, nous avons de grandes ambitions pour nos armées, en effet, parce que le monde se réarme, la guerre tonne sur le sol européen et des sauts technologiques s'imposent. Le budget du ministère des Armées sera de 69 milliards en 2030, alors qu'il était de 32 milliards en 2017, avec une augmentation de plus de 3 milliards d'euros par an. Mais cela sera-t-il suffisant ? Vous serez amené, monsieur le chef d'état-major des armées, à faire des choix et émettre des priorités pour maintenir les capacités de nos armées avec un budget conséquent. Alors, je voudrais savoir, général, quelles sont vos priorités, celles où une attention particulière doit être portée au travers de cette nouvelle LPM, afin que nos armées demeurent dissuasives, efficaces et redoutées. Je vous remercie.
Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président général. Merci beaucoup pour votre présence hier et aujourd'hui. Vous avez beaucoup souligné l'importance de ce nouveau champ qui est le cyber, qu'on doit investir. Et quand on regarde le rapport d'information portant sur le bilan de la loi de programmation militaire 2019-2025, le ComCyber, qui dépend directement de l'état-major des armées, ne serait qu'à 82% de ses effectifs. Alors, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour pallier à ce défi de recrutement. Création d'une bourse cyber qui prévoit un financement des études en échange d'un premier poste dans les armées, opérations de communication dans les lycées, les écoles d'ingénieurs, les salons de recrutement et aussi l'occasion des journées défense et citoyenneté. Enfin, il existe des apprentissages spécifiques cyber, comme le brevet de technicien supérieur dans les domaines de la cyberdéfense, qui peut directement mener à des emplois au sein du ComCyber. Alors, le ComCyber travaille aussi à la construction de parcours de carrière en partenariat avec les industriels, afin que les parties prenantes de l'écosystème de cyberdéfense français travaillent ensemble. Concrètement, comment se matérialisera ce parcours? Pensez-vous qu'il peut être souhaitable aussi de créer des passerelles entre le public et le privé avec des entreprises partenaires afin de créer sur le long terme une véritable synergie? Un agent du ComCyber pourrait-il renforcer provisoirement une entreprise privée grâce à ses connaissances dans la lutte informatique défensive, et inversement, un agent du privé pourrait travailler provisoirement au sein de la ComCyber pour prendre l'expérience et éventuellement s'engager auprès de l'armée cyber. Il y a aussi la réserve, peut-être. Peut-être les combattants cyber pourront faire partie de ces spécialistes qui pourront travailler jusqu'à 72 ans, par exemple. Voilà quelques pistes. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vous remercie de revenir devant nous pour l'ouverture de nos travaux sur le projet de loi de programmation militaire. Ce projet s'inscrit dans le cap dessiné par le Président de la République à l'occasion de la Revue nationale stratégique et dans le contexte dont nous avons échangé avec vous depuis l'été dernier. Avec mon groupe, nous partageons la nécessité d'inscrire dans une nouvelle programmation le réinvestissement dans nos armées. Surmonter les postures politiciennes, nous dit le collègue Renaissance tout à l'heure dans son intervention. Cela ne signifie pas pour autant contourner le débat construit entre parlementaires. Et ce débat construit, il l'est au sein de notre commission. Les citoyens en ont particulièrement besoin dans nos débats parlementaires lorsqu'il s'agit d'efforts nationaux importants. Alors, mon général, comment analysez-vous la trajectoire et les choix opérés par ce projet au regard des stratégies adoptées par nos partenaires européens, y compris nos alliés britanniques? La LPM est-elle synonyme d'un changement d'époque, comme cela est annoncé en Allemagne? Surtout, dans quelle mesure cette LPM serait un signal positif pour le positionnement français au sein de l'OTAN? On note que la cible de 2% du PIB pour les dépenses militaires pourrait être atteinte dès 2025. Pourtant, comme le relève le Haut Comité des finances publiques, une part significative de l'effort en fin de période après 2027 et à rebours de l'objectif général d'évolution de la dépense publique reste une source d'incertitude. Concrètement, pensez-vous que cette incertitude peut nuire à la robustesse à long terme de la trajectoire de cette LPM? Plus spécifiquement, l'étirement temporel des cibles numériques concernant certains blindés est-il le reflet d'un choix capacitaire au bénéfice de priorités comme le cyber, par exemple? Dans quelle mesure, enfin, les leçons du conflit ukrainien influent sur ces orientations de cadencement? Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président. Mon général, permettez-moi de commencer par un témoignage de sincère reconnaissance pour le travail fourni par vous-même et vos équipes dans la préparation de cette loi de programmation militaire et aussi pour votre disponibilité devant cette commission. Une loi de programmation militaire est toujours sous-tendue par des hypothèses géostratégiques que vous avez pour partie développées. Le modèle que vous soumettez aujourd'hui à notre appréciation et le format afférent, au fond, est un modèle d'armée relativement complet, multimilieu, relativement échantillonnaire aussi, avec une composante dissuasion forte,
avec un équilibre trouvé entre autonomie stratégique et une capacité à agir en alliance. Bon, j'ai 2 questions. Première question, parmi les différentes maquettes que vous avez souhaité examiner, notamment en tant que premier parmi vos pairs au sein du COSEM, dans les longs mois qui ont préparé cette proposition actuelle, quelles sont les maquettes, les formats que vous avez peut-être écartés parce qu'il vous semblait moins pertinent que celui que vous nous proposez aujourd'hui? Et deuxième question, question sur la fonction logistique, qui me semble absolument essentielle et qui est souvent rappelée à nous par le contexte géostratégique que nous connaissons aujourd'hui à l'est de l'Europe. Fonction stratégique, j'invite de citer le général Omar Bradley, les amateurs parlent stratégie, les professionnels parlent logistique. Voilà. Et donc je pense évidemment voilà, à des capacités de franchissement, au ravitaillement, aux camions, aux ponts, au génie, à la sécurisation des approvisionnements, vous en avez parlé. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'ambition que vous avez dans cette ELPM pour la fonction logistique? Je vous remercie. Merci, mon général. Vous avez la parole là. Ok, je vais répondre brièvement de manière séquencée parce que c'est possible de le faire. Bien évidemment, pour la construction d'une LPM dans le dialogue entre chaque armée, il s'agit de trouver. On a établi en fait finalement un dispositif qui était plutôt des groupes de cohérence. En fait, chaque armée ne peut pas se développer seule, puisqu'en fait, la finalité opérationnelle est bien évidemment un engagement interarmé. L'efficacité opérationnelle repose sur un engagement interarmé. Et donc, sous les ordres du sous-chef plan, le général Ponce, qui est ici prévu, un certain nombre de groupes de cohérence étaient mis en place, qui permettaient, au travers des propositions et de la vision de chaque armée, de finalement égaliser et obtenir un modèle le plus cohérent possible, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, en ce qui concerne la logistique, avec 2 choses, et à la fois les appuis. Et si vous dites qu'aux sapeurs, que pour le franchissement, c'est du soutien, ils ne sont pas très très contents. Donc, il y a bien évidemment la partie appui, et vous avez raison de le signaler, parce que là aussi, 20 ans de guerre contre le terrorisme militarisé avaient mis de côté un certain nombre de fonctions, parce qu'en fait, elles ne trouvaient pas leur emploi. Il n'y avait pas de sujet de franchissement, il y avait peu de besoin de frappe dans la profondeur, et donc il n'y avait pas besoin de défense solaire. Et donc on voit bien qu'il y a un véritable rééquilibrage et un effort qui est fait dans ce domaine-là pour finalement remonter à niveau sur des capacités qu'on avait un peu oubliées parce qu'on en avait moins besoin. Et que c'est des choix qui avaient été faits à l'époque et qui étaient, somme toute, qui pouvaient paraître logiques. Et aujourd'hui, il faut qu'on vienne. Après, il y a le sujet logistique qui est effectivement extrêmement important. Et à 2 niveaux. Il y a tout d'abord le sujet logistique où on doit changer d'échelle. Et avec une logistique qui va probablement devoir opérer sur une menace beaucoup plus importante, avec un sujet de difficulté d'agir sans se concentrer. Et donc ça, il y a une vraie réflexion qui est conduite. Et le RM2SE, c'est-à-dire éviter le RM2SE adverse, c'est-à-dire l'espèce de transparence du champ de bataille. Il y a véritablement une vraie réflexion logistique à conduire, la manière dont on va conduire le combat, la manœuvre logistique. Et à ce titre-là, tout ce qui a été fait en termes de combat infovalorisé, qui concerne aussi la zone arrière, quelque chose qui ouvre des possibilités en termes de fluidité, mais c'est également un dimensionnement. Et je vous l'ai dit, on a aujourd'hui, pour moi, la préoccupation majeure est bien de disposer d'une autonomie logistique qui soit à la hauteur de l'ensemble de nos forces et non pas seulement sur une partie de nos forces. Et qu'aujourd'hui, en fait, on est limité dans nos engagements, non pas par les moyens dont on dispose, mais finalement par l'autonomie logistique qu'on peut être capable de déployer, qui en fait, les professionnels parlent logistique, et quand vous pouvez soutenir qu'un certain nombre de régiments sur VBCI, en fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas tous les projeter. Ou en tout cas, vous êtes contraint dans l'emploi opérationnel. Donc c'est ça les axes d'effort. Ensuite, en ce qui concerne Madame... les sources d'incertitude, il y a 2 questions qui sont relatives à l'inflation. En fait, l'inflation, ce n'est pas quelque chose qui peut être éliminé. Et l'inflation, elle s'applique à tous les ministères et, j'aurais tendance à dire, à tous les Français. Et donc, c'est quelque chose qui, bien évidemment, je ne sais pas si on peut dire que c'est quelque chose qui est obéré, mais en fait, assez logiquement, comme pour tous les Français, aujourd'hui, finalement, avec la même somme d'argent, ils achètent moins quand ils vont au supermarché. Ben, en fait, le budget de la défense et le budget de l'ensemble des ministères est quelque chose, finalement, où le poids est le même
Alors probablement que pour la défense, c'est un tout petit peu différent ou plus visible, parce qu'en fait, comme on est quand même un ministère qui fait de l'investissement, ça se ressent plus nettement et ça peut se calculer. Mais je serais pas très, je serais mal à l'aise de m'offusquer en disant au secours, il y a de l'inflation, je vais pouvoir acheter moins. Voilà. Donc d'une part, on a vécu une LPM précédente où finalement l'inflation était très faible et donc on en a plutôt profité. J'espère plutôt que l'inflation va réduire au cours des années qui viennent et donc finalement ça permettra de retrouver un certain nombre de marges. Mais objectivement, là aussi, en termes de sincérisation, il fallait bien évidemment, dans la construction de la LPM, prendre en compte cette inflation. Et la prendre en compte, oui, le regretter peut-être, mais le prendre en compte. En ce qui concerne les cibles, j'ai répondu. En fait, la cible, il faut qu'on la développe avec un vrai sens des responsabilités en termes de cohérence, et non pas courir sur une cible matérielle sans être capable de développer parallèlement l'autonomie logistique, le stock de munitions et l'activité qui va avec. En ce qui concerne le cyber, qui est effectivement une partie qui est importante, et alors il y a toujours les effectifs, il y a des choses qui sont très visibles, il y a aussi l'organisation, et à ce titre-là, le ComCyber, aujourd'hui, il est prévu, et c'est quelque chose qui va être mis en œuvre, devient finalement un commandement, bien évidemment, qui dépend encore de l'état-major des armées, mais finalement qui est plus autonome, justement pour lui permettre de développer ça, et un peu à l'image du COS, c'est-à-dire finalement qui va bien évidemment disposer de ses moyens propres, mais qui va aussi pouvoir organiser les différentes unités cyber qui sont présentes dans les 3 armées. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. C'est bien évidemment, vous l'avez dit, en termes de ressources humaines et de marché du travail, un domaine qui est en grande tension. Il n'y a pas que les armées qui ont du mal à recruter des gens qui travaillent dans l'informatique, dans le développement informatique. Donc on est soumis à ça, il faut prendre. Il y a quand même des efforts qui ont été faits et ça a été assez bien identifié et déjà depuis un certain temps avec la mise en place par exemple d'un BTS cyber. Donc ça date de moins de 5 ou 6 ans. Il y a l'école militaire préparatoire technique à Bourges qui a pleinement intégré cette dimension-là. Ça ne veut pas dire que tout est fait et qu'il faut s'arrêter là. Mais on n'est pas resté les bras croisés en attendant de constater seulement que c'est un milieu qui est difficile. Je pense qu'en revanche, où on doit continuer à progresser pour pleinement utiliser ces moyens-là, c'est qu'on a un vrai sujet d'agilité et qu'il faut qu'on aille, quand je vous parlais de normes, il faut qu'aujourd'hui on soit capable de recruter beaucoup plus vite un spécialiste cyber et de le remplacer beaucoup plus vite si il s'en va. Parce que c'est pas s'il s'en va, c'est forcément un jour il s'en ira, parce qu'il ira dans le civil, et que finalement être capable de recruter quelqu'un qui arrivera avec plus au fait des dernières technologies n'est pas forcément un inconvénient. Mais ce qu'il faut, c'est pas qu'on ait un an entre celui qui est parti et celui qu'on recrute. Donc on a un vrai sujet d'agilité, de normes sur lequel on travaille avec le SGA pour être capable de mieux s'adapter au monde du travail et de profiter de ça. Voilà. Et ensuite, Madame la députée, en ce qui concerne, j'ai parlé de l'inflation. En ce qui concerne les efforts, j'ai parlé, il y a bien vraiment les 3 axes d'efforts, cohésion nationale, partenariat et crédibilité militaire, que j'ai un peu développé. Mais je pense que le vrai défi est le défi de pouvoir pleinement profiter et de pouvoir pleinement identifier en termes de transformation les axes sur lesquels on doit avancer et d'être capable de finalement forcément faire des choix. Et quelqu'un a dit on supprime des compagnies d'infanterie. Bon, oui, on supprime des compagnies d'infanterie parce que je pense qu'il n'est pas possible ni souhaitable d'augmenter nos effectifs avec une certaine difficulté si tel était le cas. Mais en revanche, il faut qu'on soit beaucoup plus présent dans le cyber, il faut qu'on soit beaucoup plus présent dans l'influence et qu'en agissant en coalition, il y a probablement des choses qu'on se doit de posséder nous-mêmes et qu'on pourra partager avec d'autres. Et c'est probablement plus facile dans le cadre de l'infanterie que ça ne sera dans le domaine du cyber, par exemple, ou de l'influence. Merci, mon général. Alors, nous avons 8 questions publiques dans la limite de 1 minute par question. Et je rappelle que nous aurons une séquence supplémentaire à huis clos pour les questions comme pour les réponses. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Mon général, gagner la guerre avant la guerre, ce sont les mots que vous avez employés à l'occasion de votre discours sur votre vision stratégique pour les armées françaises. L'intensification des crises et le retour du conflit de haute intensité, couplé à la masse toujours plus importante de données à traiter, impose une réorganisation profonde à la direction du renseignement militaire.
Effectivement, le renseignement militaire est indispensable pour l'appui aux opérations, l'appréciation autonome des situations et pour l'évaluation de la menace à long terme. D'abord humain, le renseignement est maintenant cyber, mais aussi électromagnétique. Il est récolté aussi bien sur Terre que dans l'espace et via notre système spatial de renseignement. Les techniques de renseignement mises en place par les Américains ont permis de prédire l'imminence du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce que nos services français n'ont pas directement perçu. La perfectibilité du renseignement français semble avoir été prise en compte dans la nouvelle LPM, dans laquelle un effort substantiel et des capacités perfectionnées seront accordés à la direction du renseignement militaire. En général, estimez-vous cet effort suffisant et à la hauteur des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Isabelle Santiago. C'est mieux comme ça. Excusez-moi. Tout d'abord, je souhaite réaffirmer ma reconnaissance et entier soutien à l'égard de nos armées, à ces femmes et ces hommes engagés à servir dans nos armées. Je souhaiterais avoir, mon général, votre avis sur l'archipel France, à savoir si la construction de la LPM répond à ce défi. D'ores et déjà, on sait que c'est le haut lieu de compétition, les océans, la mer, et la pierre angulaire avec l'Indo-Pacifique. Et je voudrais savoir si nos bases navales dans l'océan Indien, en Indo-Pacifique et plus généralement nos outre-mer sont en capacité d'accueillir la montée en puissance nécessaire face aux enjeux de la tyrannie des distances, mais aussi s'il ne serait pas temps d'affirmer que notre territoire d'outre-mer sont notre richesse et de rappeler que la France est d'abord une puissance maritime, qu'elle est la deuxième zone économique après les États-Unis et devant l'Australie. Aussi, est-ce qu'il est nécessaire dans cette LPM aussi de savoir, face aux multichamps et aux problématiques qu'on rencontre, si on doit investir sur de nouvelles infrastructures pour des projections plus en adéquation avec la tyrannie des distances? Merci. La parole est à Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Mon général, les menaces qui pèsent sur nos outre-mer ont été précisées dans les orientations de la LPM, cernées par des tentatives de déstabilisation d'acteurs étatiques ou non étatiques, menacés dans l'Indo-Pacifique, notamment par la Chine, et qui doivent en plus faire face à un réchauffement climatique. À ces menaces est ajoutée la perte de puissance liée par la RGPP en termes de baisse de personnel, moins 25%, et de perte de matériel, notamment les bâtiments de transport léger. La LPM envisage une montée en puissance de nos défenses en Outre-mer. 13 milliards d'euros sont prévus. Ma question porte sur le renforcement de nos capacités opérationnelles en Outre-mer, plus spécifiquement en Indo-Pacifique. Pouvez-vous préciser la forme que prendra le premier échelon renforcé et le durcissement de commandement qui sont évoqués dans l'annexe de la LPM? Et pourriez-vous préciser les dotations en patrouilleurs outre-mer? Je vous remercie. Merci. La parole est à José González. Merci, Monsieur le Président. Mon général, messieurs les officiers, vous le savez certainement, le groupe du Rassemblement national est fortement attaché à la sanctuarisation de la dissuasion nucléaire par ses forces océaniques et aéroportées. En effet, si un État étranger avec quelque velléité de vouloir annihiler la France, il sait qu'il devra le faire avec des dommages contre lui, des dommages inacceptables. Pourtant, la potentialité d'un conflit de haute intensité n'a jamais été aussi réelle et la question de l'utilisation de l'arme nucléaire se pose nécessairement. À titre d'exemple, les Américains ont menacé les Russes de pulvériser leur flotte en mer Noire avec la bombe nucléaire. Chez nous, en 2020, le président de la République Emmanuel Macron a souligné que si la France était le seul État membre de l'Union européenne doté, les intérêts vitaux de la France, tels qu'ils avaient été définis par François Mitterrand, puis consolidés par Nicolas Sarkozy sous l'angle de la stricte légitime défense, avaient désormais une dimension européenne. De même, il a rappelé, l'automne dernier, que la doctrine française strictement défensive n'avait pas vocation à changer. Dès lors, sur le volet dimension européenne, qu'est-ce que cela impliquerait pour la France si, par exemple, la Russie franchissait la frontière polonaise? La France doit-elle, elle aussi, songer à ce nucléaire tactique? Ne conserverons-nous que le volet défensif de notre dissuasion ou envisageons-nous la possibilité d'une arme nucléaire tactique utilisable cette fois-ci en attaque? Je vous remercie, mon général. Merci. La parole est à Delphine Ingemann. Merci, Monsieur le Président. Général, pour mener à bien un conflit aux côtés de nos alliés, il ne suffit pas d'aligner plus de soldats, plus d'équipements sur le terrain. Il faut aussi mettre en œuvre les moyens pour assurer un commandement au niveau d'une division et donc disposer de moyens de transmission
performant et interopérable. Élu dans le Puy-de-Dôme sur une circonscription où est basé le 28e régiment de transmission d'Issoire, je souhaiterais avoir des précisions sur la place accordée aux transmissions dans la future loi de programmation militaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Julien Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Mon général, le projet de la LPM 2024-2030 porte indéniablement l'ambition de développer les drones au sein de nos armées. Je veux vous interroger sur la préparation opérationnelle et la coordination que va impliquer l'arrivée d'une multitude de drones supplémentaires au sein de nos armées dans les prochaines années. Le développement des drones se fera dans nos 3 armées et non pas uniquement dans l'armée de l'air et de l'espace. Ainsi, est-ce que le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes rattachées à l'armée de l'air et de l'espace a vocation à travailler davantage avec les 2 autres armées sur la maîtrise de l'espace aérien? Ou alors, est-ce que des groupements tactiques interarmes issus, par exemple, de l'armée de terre, ont vocation à s'autonomiser dès qu'ils emploieront leurs drones? Enfin, en termes d'effectifs, quelles seront les répercussions de l'arrivée massive de drones dans nos forces au niveau des besoins de recrutement et de formation de nos soldats? Je vous remercie. Merci. La parole est à Laurent Jacobelli. Merci, Monsieur le Président. Mon général, une toute petite minute pour essayer d'exprimer une grosse inquiétude sur l'équipement. L'équipement, une inquiétude qui toucherait nos 3 armées. Tout d'abord, sur le programme Scorpion, si j'ai bien compris, il y aurait un report de livraison sur plus de 1206 véhicules et il faudra aussi attendre 2035 pour bénéficier de l'intégralité des 200 chars Leclerc rénovés. On peut parler aussi, bien évidemment, de l'armée de l'air et de l'espace qui ne pourra compter que sur 35 A400M en 2030, ce qui veut dire que ce sont les États-Unis qui seront appelés parfois pour nous transporter. Et nous pouvons aussi parler de la marine pour dire que seulement 15 frégates de premier rang, au lieu des 18 en 2035, des 18 prévues, sont planifiées. Mon général, ma question en 15 secondes est simple. Quel est votre sentiment sur ces arbitrages? Quels sont les éventuels impacts que vous voyez sur nos capacités opérationnelles? 56 secondes, c'est fait. Merci. Merci. Et enfin, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Général. Je me permets de vous relancer parce que vous avez acté le principe de la sécurisation des JO, mais vous ne m'avez pas donné d'ordre de grandeur de la contribution des armées. Idem sur les fonds marins, je n'ai pas vraiment de réponse. Idem sur la question de la contribution des armées au SNU, le volume est exact. Évidemment, si c'est les 3 milliards qu'on imagine de la généralisation, ça n'est pas tout à fait la même chose que si c'est 150 millions. Je voulais juste rebondir aussi. Vous avez dit qu'il fallait privilégier la cohérence avant la masse. Je comprends très bien la logique. En revanche, j'ai l'impression que il y a une critique, disons, de la LPM1 qui sous-tend cette observation. J'aurais aimé, dans ces cas-là, vous entendre sur le bilan de la LPM1 de ce point de vue. Et puis, la question de l'influence, j'aimerais savoir, d'une certaine façon, puisque c'est une nouvelle fonction stratégique, si je puis dire, quelle est la dorèse qui va irriguer la mise en œuvre de cette fonction stratégique. 58 secondes. Merci pour cette nouvelle série de questions. Je rappelle que nous aurons environ une trentaine de minutes d'une séquence à huis clos avec potentiellement un nouveau propos liminaire du général, quelques questions de votre part et une nouvelle série de réponses. Mon général, vous avez la parole. Je pars, monsieur le député. En ce qui concerne fonds marins, somme, ça va être très clair, je vais vous le dire. Ensuite, volume Jeux olympiques Paris. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a bien évidemment ce qu'on se prépare à faire et ce qu'on fera au dernier moment. Mon souci étant un peu d'anticiper. Il y a un contrat 10 000 territoires nationaux. Donc c'est l'enveloppe sur laquelle on doit être en mesure de faire dans une échelle de temps, qui est bornée, qui correspond en gros à la durée des Jeux olympiques. Donc je n'ai pas de chiffres véritablement à donner, mais c'est quelque chose qui se situe dans ce domaine-là, sachant que, comme je l'ai dit, c'est un événement exceptionnel, donc il peut y avoir une cotisation exceptionnelle. Mon véritable sujet étant d'anticiper, plutôt d'ailleurs pour des problèmes logistiques et de soutien, pour revenir au fond du sujet, que sur vraiment déployer les hommes. Ensuite, en ce qui concerne le SNU fait pas partie de la LPM, donc toute logique. Pour autant, bah oui. Pour autant, je vous l'ai dit, en tout cas sur l'axe d'effort cohésion nationale, la jeunesse est bien identifiée comme étant un vrai centre d'intérêt des armées. Et donc, en fait, dans ce projet-là, quand il sera finalement
un peu maintenant précisé. En fait, les armées sont bien évidemment concernées et c'est à la fois, je pense, leur devoir, mais aussi leur intérêt. Voilà, il faut juste que ça soit, comme toujours, quelque chose qui soit maîtrisé. Mais les travaux qui étaient en cours montraient que ça pouvait l'être. Mais je pense que c'est un vrai sujet national, le SIL. Ensuite, cohérence masse, c'est pas du tout une remise en cause de la loi de programmation initiale. Je pense que c'est aussi la manière dont comme j'ai dit, dont les objectifs et que les choix qui ont été faits dans les propositions par mes prédécesseurs et les choix qui ont été acceptés par vos prédécesseurs ou par vous-même pour ici, en fait, correspondaient à une époque. Donc maintenant, il faut seulement qu'on rattrape cette affaire-là. Et je pense que le sujet de la cohérence, aujourd'hui, est devenu pour moi essentiel et non pas, finalement, continuer à courir sur une cible capacitaire qui ne répondrait pas totalement aux besoins du moment et aux défis qu'on a à relever. En ce qui concerne l'influence sur le DORES, donc il y a effectivement un certain nombre de structures qui ont été mises en place, et c'est plutôt d'ailleurs dans l'organisation et dans l'intégration de l'influence dans la conduite des opérations. C'est plutôt une stratégie indirecte et probablement insuffisamment pris en compte dans ces dernières années et ne correspondant peut-être pas probablement totalement à une vision française de faire la guerre. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer et on a plutôt intérêt parce qu'en face de nous, je peux vous dire que nos adversaires, vous l'avez bien compris, eux n'hésitent pas. Mais si vous regardez bien, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites, en particulier en Afrique, qui montrent que les choses sont en train de changer. Ce n'est pas un domaine dans lequel l'espace informationnel, il n'y a pas de victoire décisive. Il n'y a pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, gagne et élimine son adversaire. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais en revanche, on est aujourd'hui présent dans cet espace-là et nos compétiteurs ont bien compris qu'ils n'ont plus le champ libre. Monsieur le député, en ce qui concerne les décalages dans les livraisons, en fait, je vous l'ai expliqué, en fait, la réponse est le sujet cohérence. Si aujourd'hui, il faut qu'on mette nos stocks de munitions à niveau, en fait, c'est forcément quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de véhicules ou d'avions que je ne pourrais pas déployer, soit parce que j'ai les munitions, soit parce que je n'ai pas l'autonomie logistique? Non. Mon sujet est de fournir un outil qui soit opérationnel et qu'on puisse engager. Donc, c'est, quand je vous l'ai dit, les deux points de vigilance, qui étaient un sujet soutien, rééquilibrer les soutiens, deux, un sujet cohérence en termes de développement. Donc, c'est ça qui explique les choix qui sont faits. Ensuite, une réponse rapide en ce qui concerne la dissuasion nucléaire. En fait, la LPM ne prévoit pas de développement d'armes nucléaires tactiques. En ce qui concerne les SIC, dans la loi de programmation militaire, en fait, dans à la fois l'architecture du commandement, la manière de commander, mais également tout ce qui est réseau multisenseur, multi-effecteur, en fait, ça repose bien évidemment sur une capacité à établir une connectivité minimale en temps normal, hyperconnectivité quand on veut une bulle d'hyper-supériorité. Donc oui, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce domaine-là, avec la poursuite de développement, mais c'est un peu... alors il y a un programme Titan qui globalise pour l'ensemble des armées. Chaque armée développant, elle aussi, sont avec des difficultés suivant les milieux, et c'est quelque chose sur lequel on avance. Ensuite, en ce qui concerne les drones, il y a un vrai effort qui est fait. Donc les drones, en fait, ce n'est pas seulement les drones aériens. Alors, il y a effectivement des drones aériens dans les trois armées, mais un drone, même si on utilise plutôt le terme de robot quand ça ne vole pas, mais en fait, c'est quand même à peu près le même système. C'est des systèmes autonomes. Donc, bien évidemment, dans le domaine aérien, on a toujours un sujet de coordination dans l'espace aérien où le CDOA joue un rôle global. Mais en fait, ça nécessite une déclinaison un peu plus fine. Parce qu'en fait, dans le ciel, il y a non seulement les avions, il y a aujourd'hui les drones, mais il y a également les obus, les roquettes. Et donc, quand on parle de capacité à conduire des opérations en interarmée et en interarmes, c'est en particulier une des réelles difficultés, c'est-à-dire la gestion de l'espace aérien. Et c'est aussi ce qu'on constate pendant sur la guerre en Ukraine, la vraie difficulté des Russes à maîtriser ça. Et donc, de fait, un emploi de la part des deux belligérants assez compliqué de leur arme aérienne. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont du mal, et c'est très compliqué de gérer à la fois des systèmes de défense aérienne et de faire voler leurs appareils et leurs drones dans cet espace-là. Voilà. Donc, c'est une vraie préoccupation.
sur l'évolution du recrutement, en fait, la question se pose, mais moi je suis relativement confiant et ce qu'on voit aujourd'hui le montre. En fait, c'est aussi l'avantage de la caractéristique de recruter forcément dans la société d'aujourd'hui. En fait, les jeunes qui s'engagent, c'est pas quelque chose qui les inquiète véritablement de manier des drones, de travailler sur des écrans et de gérer de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose, ça nécessite un effort, mais c'est pas quelque chose qu'il faut craindre tout spécialement. Alors, il y avait 2 sujets sur les Outre-mer. Sur les Outre-mer, en termes d'infrastructure, il y a 800 millions qui sont prévus pour l'infrastructure Outre-mer au sens large. Et ensuite, il y a 10% d'effectifs en plus qui sont prévus assez rapidement Outre-mer, justement pour renforcer notre capacité, comme je vous l'ai dit, en 2 couches. Tout d'abord, une première couche qui est durcir la résilience de nos dispositifs Outre-mer. Je l'ai précisé également, ce n'est pas seulement dans le domaine de la défense physique qu'il faut travailler, mais il y a un vrai sujet de renforcement de la cohésion nationale, aussi en Outre-mer, et de souveraineté, qui, à mon avis, est un vrai axe de fragilité si on n'y prend pas garde. Une question très précise sur les pommes. 6 patrouilleurs Outre-mer, plus 3 patrouilleurs anti-Guyane. Ensuite, en termes d'organisation du commandement, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais il faut probablement encore accentuer ça, c'est bien évidemment être capable de travailler plutôt au niveau d'un théâtre d'opération. Il y a des COMSUP, le bon exemple étant, il y a bien évidemment un COMSUP en Guyane, il y a un COMSUP aux Antilles, et pour autant, assez logiquement, ça forme une même zone opérationnelle. Et on s'aperçoit, pour ceux qui sont allés, que c'est beaucoup plus facile finalement d'entretenir et de disposer de bâtiments aux Antilles que de les... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'employer des bâtiments pour la police des pêches devant la Guyane, mais en revanche, en termes d'installation portuaire, pour tout un tas de raisons, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a une forme de mutualisation, à la fois dans les moyens, mais surtout dans l'emploi de ces moyens dans la zone anti-Guyane. Donc c'est ça quand on parle de réorganisation, en tout cas d'optimisation du commandement. Mais dans d'autres zones, c'est également vrai, en particulier dans le domaine Pacifique, dans le Pacifique. Merci mon général, et je remercie chacun également pour le bon respect du temps de parole, ce qui nous permet d'avoir désormais un temps à huis clos. Je rappelle que cette séquence à huis clos fera l'objet d'un compte-rendu écrit. Je demande donc la coupure de la rediffusion audiovisuelle.